Bonsoir, nous sommes bel et bien là. Vous vous posez la question, eh bien, évidemment, qu'on ne saurait rater un rendez-vous que vous attendez, que nous vous offrons tous les soirs, à 19h jusqu'à 20h30. Je commencerai quand même cette émission avec mon petit speech en pensant à ceux qui font rêver toute l'Afrique. C'est une petite île, l'île au large justement du Sénégal, Cabo Verde, qui fait rêver. Tout le monde a envie d'aller voir cette île. Et puis, ces footballeurs, eux, ont décidé de prolonger ce rêve. Ils nous font rêver, ils font rêver les habitants de Cabo Verde. On leur fait un petit coucou. Eh bien, elle, on ne la recevra pas aujourd'hui. Elle, c'est la présidente de l'ONG Bloom. On ne la recevra pas, Lidegwe Cissé, Daniel. On ne la recevra pas simplement parce qu'en ce moment, elle est occupée à essayer de sensibiliser les amoureux du football autour justement de ce qu'on peut appeler la pacification de ces espaces de plaisir, parce que très souvent ce sont les femmes qui sont les parents pauvres de ces moments de joie et ce n'est pas joli. Je terminerai cette petite introduction avec le saviez-vous. Est-ce que vous savez que 48% de femmes cette année en Côte d'Ivoire ont accédé à l'eau grâce justement aux efforts des pouvoirs publics, et c'est la Banque mondiale qui le dit. Eh bien, c'est une très très bonne nouvelle. Il n'y a pas que des tableaux noirs dans la construction de notre destin national. Bonsoir Christelle. Bonsoir André. Bien. Ça va hein? Bonsoir chez vous, j'espère que vous vous portez bien. On ne la recevra pas aujourd'hui, mais la semaine prochaine, Madame Danielle Cissé Lidegwe sera avec nous pour parler de la marée orange, cette vaste campagne engagée pour lutter contre les VBG pour cette CAN. Mais Ghislain Koulibaly, lui, par contre, en parlera aujourd'hui. Mais je déroge à la règle, André. La belle famille est représentée ce soir. Même si c'est mal passé. Ouais, mais bon. En plus, vraiment, c'est la belle famille. La belle famille, oui. Elle est magnifique. Elle est une représentante digne de cette belle famille. Chanel Malong, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Chez nous, en Côte d'Ivoire, on dit Yako un peu. Voilà. Ça va aller. Ça va aller. On est ensemble dans tous les cas. Vous êtes influenceuse, juriste, influenceuse d'opinion, créatrice de contenu. Il y a également le diable est dans le foot. C'est pas moi qui le dis, c'est plutôt lui, l'ancienne gloire du football ivoirien, Eric Mélène Babou. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Ghislain, je parlais de vous. Ghislain Koulibaly, bonsoir. Merci d'être là. Bonsoir. Sociologue, spécialiste genre, président du réseau des hommes engagés pour l'égalité du genre en Côte d'Ivoire. Et puis celui-là qui nous disait que les éléphants, votre affaire d'éléphant, on l'a coincé, chauffé sur le plateau. Bon, aujourd'hui, on commence à avoir la tête basse. Moi, ça va se relever. Lundi, bonsoir, Papa Guélé. Merci d'être là. Et Barry. Bonsoir Barry, Christelle, bonsoir André, bonsoir à la team, bonsoir voilà, chez André, le plateau est 7, comme j'aime à Très le bien. dire, et on démarre maintenant. On le dit, on ne le redira jamais assez, le football c'est la vie, il y a de tout. Il y a bien sûr des anges, il y a des diables, et puis il y a des femmes, il y a des hommes, enfin on va parler de tout ça. Comment le football, qui est censé évidemment nous apporter que des moments de plaisir, des moments de joie, peut parfois aussi tourner au vinaigre. Donc cette émission est conçue autour de ça. Mais elle va démarrer quand même sur ce qui s'est passé hier. Est-ce que c'était un coup de tonnerre pour la Côte d'Ivoire et ses habitants? Mais une chose est sûre, il faut qu'on en reparle un tout petit peu. Donc on se pose la question, avec vous nos invités, et bien sûr Barry et Papa Guélé, les éléphants ont perdu, mais est-ce que cela nous ouvre un champ de scénario qu'on va essayer d'évoquer ensemble ici même avec vous, Christelle? Oui, exactement. On va reprendre la calculette, André, et Ouais. puis essayer d'imaginer si et si et si, et puis est-ce que ça donne si. Ouais. Et on commence avec vous, Papa Guélé. Papa Guélé, il y a quelque temps sur ce plateau, avant le début de cette CAN, vous disiez ils ne sont pas très en forme, vous aviez peur. Bon, après le match, le premier match, certains disaient c'est pas grave, on n'a pas eu de beauté, mais on a eu de la victoire. Et le second match, malheureusement, on le perd. Aujourd'hui, face à la Guinée équatoriale lundi, vous pensez qu'on peut remonter? Comment est-ce que vous observez tout ceci, Papa Guélé? Non, le match lundi, c'est un acquis. Parce que la Côte d'Ivoire va se qualifier. Mais hier, c'était le vrai test. Donc, Hier, c'était le vrai test. le vrai test. C'était le vrai test, vous dites, mais Oui. sur quoi aujourd'hui on peut s'appuyer pour penser que la Côte d'Ivoire peut se qualifier face à une équipe quand même de Guinée équatoriale qui a montré non seulement de la solidarité, mais
vraiment une science, une patience dans la maîtrise du jeu. On l'a vu et face justement au Nigeria, et face quand même à nos amis de Guinée-Bissau. Comment vous pensez qu'on va pouvoir passer cet adversaire? Tout simplement, la Côte d'Ivoire a le dos au mur. Ouais. Déjà devant son public, le pays organisateur doit vraiment redoubler d'efforts. Et ils ne sont pas nuls, on va dire. Mais hier, c'était le test. Et le test, ils n'ont pas passé ce test. Donc, on remet tout à zéro. Et on va essayer de corriger les erreurs. Le milieu de terrain doit être rectifié pour que les attaquants soient alimentés. Et ils feront une bouchée de la Guinée équatoriale. Très bien. Éric Babou, auteur de Le diable est dans le foot. Bon, essayons d'être positifs, de regarder un peu. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné selon vous? Papa Guélé parlait du milieu de terrain pour alimenter les attaquants, pour qu'ils aillent très vite et marquer. Pour vous, la solution devrait venir d'où? De quel département pour lundi? Oui, déjà, c'est clair que hier, ce n'était pas un bon match. Les éléphants sont passés à côté, c'est une évidence. Maintenant, il ne faudrait pas penser que les éléphants ont battu toutes les cartes. Non, pas du tout. Je pense que le potentiel est là. Il faut rester confiant. Et le dernier match, c'est contre la Guinée équatoriale. Certes, ce sera un match difficile parce que c'est une équipe qui est en confiance. Voilà. Mais la Côte d'Ivoire reste la Côte d'Ivoire. Quand même, il faut se faire respecter. Et puis, on joue à domicile. Donc, je ne suis pas trop inquiet pour ce match-là. Je pense qu'on passera. Gassé a eu l'opportunité de voir ces éléments, ces joueurs face à une équipe solide, une grosse équipe. Et c'était le test important pour cette équipe, comme l'a dit Guélé. Et là, aujourd'hui, il a des données. Il va s'appuyer sur ça pour corriger tout ce qui reste à faire. Et je pense que ça peut être un mal pour un bien. Très bien. Voilà, moi, c'est mon avis. Je pense que ce match-là va nous faire plus de bien que de mal. Ça va permettre de rectifier les choses et puis on va repartir de plus belle. Vous, Barry, vous disiez hier déjà ici même que, évidemment, c'était un beau test, mais c'était un mal pour un bien. Et on l'entendait, nous, il dit la même chose, on l'entendait avec beaucoup d'attention avant de passer à nos deux amis. Vous êtes toujours convaincu, peut-être après, à chaud, il y a eu une réaction, mais aujourd'hui, à froid, après avoir regardé le match, après avoir compris un peu ce qui n'avait pas fonctionné, vous vous dites que les éléphants ont cette capacité pour rebondir? C'est clair qu'ils ont la capacité à eux maintenant de trouver la bonne formule. Je veux parler du staff et du coach principalement. Je pense qu'il faut revoir l'état d'esprit d'abord. Comme je l'ai réitéré hier, pour moi, l'équipe a arrêté de jouer après le 1-0. Ça, c'est un. Deuxièmement, je pense que les compétences sont là et à tous les postes, que ce soit en attaque, au milieu des terrains et, comment dirais-je, en défense. Même le gardien, il est ma foi, rassurant pour moi. Maintenant, c'est l'état d'esprit. Vous êtes à domicile, vous êtes la Côte d'Ivoire, 2 fois championne d'Afrique, avec au moins 4 finales de CAN. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez un adversaire qui est la Guinée équatoriale en face de vous, qui est en position de force parce qu'ils ont 4 points, et qui est une équipe qui joue très technique. Ça, il faut déjà le prendre en compte. Parce que la plupart des joueurs équato-guinéens viennent du football espagnol, en fait. Quand vous regardez Nsoué, l'avant-centre, il a joué en espoir d'Espagne. Ivanedou Salvador, le milieu de terrain, c'est des gars qui jouent quand même technique. Donc, il va falloir que la Côte d'Ivoire mette plus d'intensité. Il faut marquer son terrain dès le départ. Il ne faut pas laisser les équato-guinéens prendre confiance. Un but dans les 15 premières minutes, je pense que le match, il est lancé, il est débridé. Mais tout compte fait, pour moi, je l'ai dit hier, rien n'est perdu. Rien n'est perdu. Ce sont des matchs de poule, il faut chercher à se qualifier. Les éliminatoires, les matchs à élimination directe, ça sera un autre championnat. Je pense que Babou est mieux placé que pour moi pour le savoir. Moi, je ne suis pas footballeur, mais je sais que les matchs à élimination directe n'ont rien à voir avec les matchs de poule. Donc, c'est une équipe de Côte d'Ivoire qu'on verra au second tour si elle se qualifie, et elle va se qualifier pour moi. Alors, Ghislain, on parle de l'état d'esprit, que la Côte d'Ivoire ne supporte pas la pression, ils abandonnent très tôt, d'autres équipes marquent, ils courent, ils prennent le ballon, enfin, on sent qu'il y a un fighting spirit qui peut-être nous manque. Qu'en pensez-vous? Oui, je pense que le constat, il est juste. On l'a remarqué à plusieurs éditions de CAN, même au niveau de la Coupe du Monde. Souvent, l'envie manque. Hier, véritablement, il n'y avait pas d'envie, contrairement au Nigeria. Vous avez vu comment leur attaquant vedette, il a montré de la rage. Voilà, il voulait vraiment gagner ce match.
non seulement il n'y a pas eu d'envie, le milieu n'a pas fonctionné. Je pense que les trois milieux qui sont de vrais professionnels, malheureusement, ont manqué leur match hier. Moi, je n'ai pas vu d'attaquant. Je n'ai pas vu d'attaquant. On n'a pas de tueur véritablement dans la surface de réparation. Et quand c'est comme ça, on le paye cash. Nous sommes ivoiriens, découragement n'est pas ivoirien. On espère tous, on est optimistes. Lundi, on va mouiller le maillot, comme on le dit. Est-ce que Chanel, elle entend ça quand on dit découragement n'est pas ivoirien? Je ne veux pas vous donner quand même une approche assez technique, justement, de ce qui s'est passé hier. Mais quand vous arrivez, vous êtes influenceuse et vous êtes dans ce joli combat, cette jolie alliance à plaisanterie entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Quand la Côte d'Ivoire perd un match comme ça et que vous êtes témoin, quelle est votre perception et comment vous sentez les Ivoiriens? Est-ce que finalement vous dites qu'ils gardent toujours la banane ou vous dites non, ils sont excessivement découragés? Quelle a été votre lecture de ce qui s'est passé hier, Chanel? Gislain vient de le dire, hein, découragement n'est pas ivoirien. Ouais. Et vous savez, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, c'est une famille. On a un peu le même caractère, le même comportement et surtout la même force. Donc vous avez perdu un match, mais tout n'est pas joué. Je pense qu'à côté, la Côte d'Ivoire a un très gros avantage qui est de jouer devant son public, devant sa famille, devant son peuple, devant vous. Ils ont approuvé, vous avez une très belle équipe. Je pense qu'ils vont aller loin. Il faut noter qu'en début de compétition, les grandes équipes, souvent c'est compliqué, la préparation elle est dure. À côté, on a une Guinée qui a pris confiance, mais rien n'est joué. C'est la Côte d'Ivoire et le découragement n'est pas ivoirien. Je pense que lundi, ça se verra au stade, quoi. Christelle, ça c'était notre mot qu'on pourrait dire rapidement sur la Côte d'Ivoire. Mais parlons de ce qui s'est passé aujourd'hui et on va progresser pour arriver à des sujets un peu plus techniques. Gislain, on va parler de la question du genre. Avec elle, on va parler de tout ce qui se passe sur Internet, comment on arrive à travers la création des contenus à intéresser vraiment à créer la famille africaine, parce que c'est un peu de ça qu'il s'agit. Mais faisons un petit tour sur ce qui s'est passé. Écoutez, le premier qualifié de cette Coupe d'Afrique, c'est le Cap-Vert. Aussi au Cap-Vert, le premier d'abord, et puis ensuite le Sénégal. Est-ce que c'est une surprise? Est-ce que c'est le nivellement du football africain qui s'opère là, comme ça, à grandeur nature? Eric Babou, qui est quand même un international, qui suivait ça depuis des années, vous dites, je suis surpris ou je ne suis pas surpris, ou quel finalement est l'enseignement que vous tirez de cette première qualification, et puis après le Sénégal aussi? On va parler des deux en même temps. Non, je ne parlerai pas de surprise parce qu'à chaque compétition, il y a toujours comme ça le petit poussé en griffe, voilà, qui sort la tête un peu, qui crée un peu l'exploit. Donc ça arrive très souvent. Donc le Cap-Vert, on l'a vu venir depuis un moment. On sait que c'est une équipe qui est un peu plus forte, voilà, les joueurs un peu plus aguerris. Ils ont gagné en expérience, ils ont gagné en bouteille. Donc ce n'est pas véritablement une surprise, mais quand même, ils ont sorti les tripes pour se qualifier. Il faut les féliciter, ils ont fait beaucoup d'efforts. Donc on va dire que ils ont fait ce qu'ils allaient faire. Maintenant, espérons qu'ils continuent sur cette lancée-là. Alors, comment justement on arrive à changer toute la géofootballistique en Afrique? Que le Cap-Vert soit le premier pays qualifié, c'est vrai que ça étonne, mais ça doit encore nous étonner encore un peu plus parce que les grands sont en difficulté. On l'a vu aujourd'hui, le Cameroun souffrir et même perdre. Pépé, je dis Pépé, Papa Guélé, comment on arrive à avoir une équipe du Cap-Vert qui arrive à se qualifier? Est-ce qu'il faut se baser sur l'histoire, le fait de rebâtir le football chez eux, les influences espagnoles? Comment est-ce qu'on arrive à expliquer cela? J'ai dit ça la dernière fois sur le plateau. Le football a changé. On ne va plus s'appuyer sur les grands noms du continent. Tout le monde aujourd'hui mise sur la formation. Donc, ce qui fait qu'il y a un changement. Nous, on n'a pas assuré la relève. Le problème de la Mais pourtant, quand même, quand on est dans une équipe, on a Diakité Oumar qui est tout jeune, on a Konaté Karim, comme on a quand même une transition qui me semble quand même assez plus ou moins bien gérée. On va revenir même Trasso, il n'est pas très... On va revenir sur le même problème. Moi, le problème de la Côte d'Ivoire, c'est le milieu de terrain qui me gêne. Jérôme, j'ai dit la dernière fois, on ne peut pas compter sur deux milieux de terrain qui laissent le championnat européen pour aller jouer chez les Arabes. Donc, c'est vu, hier, c'était criant. Oui, c'était votre point de départ. Voilà. Eric ne semble pas très d'accord avec vous. On veut vous entendre dialoguer, parce que c'est un peu ça. Eric ne pense pas comme vous? Non, pas du tout. Parce que déjà, en matière de formation, la Côte d'Ivoire n'est pas le pays le plus mal loti. Voilà, on a formé des très bons joueurs. Et puis aujourd'hui, vous voyez, tous les jeunes qui jouent le championnat ivoirien, chaque année, on perd pratiquement une dizaine, quinzaine de joueurs.
C'est dit la qualité des joueurs qu'on a. Ouais. Vous regardez, hein, chaque année, le championnat Singo, ivoirien, j'en parle, c'est un il y en a produit de la plein. formation. Vous regardez même aujourd'hui l'équipe de Côte d'Ivoire, elle est rajeunie pratiquement. Oui, mais C'est quand on- l'effectif c'est qui est des jeunes rajeuni. joueurs, surtout. Oui, mais quand on Beaucoup parle de de jeunes formation, joueurs. est-ce qu'on a assuré, est-ce qu'on maintient, est-ce qu'on met des centres, est-ce qu'on met Oui, tout il y ce en a qu'il plein. faut justement pour que ces petits poussés-là grandissent comme à l'époque de la ASEC Academy? Oui, c'est ce que je t'entendais dire tantôt. Il y en a plein, les centres de formation. Certes, ce n'est pas forcément des Des centres de formation. Oui, voilà. exactement. C'est ça. Mais déjà, l'académie Mimo Sifcom existe. Hein. Vous voyez les joueurs. Konaté qui sortent- Karim. Konaté Karim, il sort de là. Il y en a plein qui sortent de là. Même, vous voyez en équipe de Burkina, vous retrouverez des joueurs Oui, qui viennent. Aziski et- Voilà, ils viennent de la SEC. Donc la formation, elle existe. Mais qu'est-ce Elle qui n'est pas fait notre forcément problème, alors performante, hein, parce qu'on souhaite tous que ce soit meilleur. Mais en tout cas, elle existe. Et elle vit. Et elle n'est pas la dernière en Afrique. Mais un mot quand même sur le reproche, peut-être vous allez réagir là-dessus, mais un mot sur ce qu'a dit Papa Guélé. Est-ce que le fait qu'on ait eu des joueurs qui soient allés en Arabie, pour vous, pour ça pose problème, même si moi, dans ma petite idée, je dirais, comparaison n'est peut-être pas raison, mais on voit le cas des Sénégalais. Il y a des Oui, il y a Sénégalais qui Sadio sont Mané, allés bien en sûr, Arabie, et il a marqué aujourd'hui. ils se comportent mieux. Donc, quel est votre avis là-dessus, Oui, Eric? 2 ans en arrière, j'aurais dit, OK, je suis d'accord. Mais aujourd'hui, vous regardez le championnat en Arabie, regardez les oppositions, regardez la composition des équipes, que des joueurs de grande qualité. Seko, qui a été le meilleur joueur de Côte d'Ivoire, il joue en Arabie Saoudite, s'il vous plaît. Voilà, donc je me dis que c'est vrai, 2 ans en arrière, ce championnat-là était un peu exotique, ce n'était pas un Mais championnat aujourd'hui, performant. certains joueurs ont Mais aujourd'hui, relevé le niveau. Toutes les équipes ont des joueurs de grande qualité. Évidemment, le niveau. Donc, en fait, le niveau d'un championnat ne dépend pas du nom du pays. Ça dépend des joueurs qui y jouent. C'est cela. Aujourd'hui, en Arabie, il y a des joueurs de grande qualité. Sadio Mané, il joue là-bas. La défense, le Sénégalais, capitaine ouais. sénégalais, il joue là-bas. Le gardien, Le gardien, Le Edou gardien, Mendy. il joue là-bas. Bon, voilà, vous ne pouvez pas prendre ça pour tirer une C'est conclusion. clair. Hein. Ouais, moi, je suis entièrement d'accord avec Eric Babou parce que des 3 milieux de terrain, je crois que le plus faible même, c'est Sangaré qui a été le moins joue en bon. Angleterre. Il joue en Angleterre. Donc c'est relatif, il faut contextualiser. Je suis d'accord, on peut me dire que le championnat d'Arabie Saoudite est exotique, les joueurs ils vont pour de l'argent, j'entends ça. Mais la réalité est que quand vous prenez les grands clubs saoudiens, vous verrez qu'il y a au moins 4-5 bons joueurs. Absolument. Très bons joueurs. Laissons le championnat, parlons de la Côte d'Ivoire. Moi, je pense plus que c'est l'état d'esprit qu'il faut revoir. Il faut qu'à un moment donné, quand vous encaissez, vous apprêtez à réagir. Tout à l'heure, j'ai signalé à André, quand le Cameroun, le but du 2-1, Castelletto directement, il dit à ses Automatiquement, coéquipiers, bien sûr, prenez le on ballon, remonte, bien allons-y. sûr, ouais. Voilà. Quand on regarde, quand les Nigérians ils marquent le penalty, personne ne prend le ballon. C'est comme si les joueurs ils sont apeurés, ils n'ont pas eu des réactions. Donc c'est cette réaction-là qui sera la clé pour Moi moi. aussi, je peux rebondir sur ce qu'il vient de Oui, dire. oui, Eric. Vous savez, on a tendance à vouloir tout aseptiser aujourd'hui. On va revenir même au Qatar. Voilà, par exemple, hein, c'est un Si, si, exemple. c'est un cas. Les joueurs qui ont du caractère sont des joueurs très souvent qui sont un peu indisciplinés, en griffe. Voilà. Et aujourd'hui, on a tendance à vouloir avoir des joueurs qui sont clean. Tout Bien polissés. Voilà, bien polissés. Donc ça donne des joueurs tranquilles. Pourtant, en général, les joueurs qui ont le monde du football l'a connu, des joueurs qui ont du caractère, ce sont des joueurs là qui sont très souvent, qui sortent un peu des clous, qui sont un peu, voilà, ils sont énervants même à la limite, voilà. Mais il en faut comme ça des joueurs, voilà. Est-ce Le qu'on moment en a? difficile, Est-ce qu'on en a? eh bien, évidemment, le seul qui arrive à le faire, regardez, et à un moment, on ne voulait plus de lui, c'est Seko. Ouais. À un moment, tous les Ivoiriens étaient en train de dire non, on ne veut plus de lui. Il fait le malin, Mais il c'est fait parce la qu'il a du grosse tête. caractère, ce garçon, il le montre sur le terrain. Donc, il faut tenir compte de tous ces aspects-là. Très bien. Alors, Gislain, Oui, et puis ensuite... Chanel. j'entends ce que Eric Babou dit, mais attention à la problématique de la cohésion sociale. Il faut une véritable cohésion autour de l'équipe. C'est vrai qu'il peut avoir de fortes têtes, mais encore il faut mettre des stratagèmes en place pour qu'ils appartiennent à un collectif. Parce que lorsque le collectif vit mal, ça peut aller dans tous les sens. Donc je pense qu'il faut un équilibre, un savant équilibre. Et ça, c'est le travail aussi du coach et du staff technique qui doit savoir faire un savant dosage afin de faire progresser. Parce qu'au départ, on n'a pas l'esprit d'équipe, on est un groupe. C'est ça. Voyez-vous, on est un groupe, les gens vont se découvrir, il y a des conflits qui vont naître, comment on gère ces conflits pour espérer aller vers un consensus en matière de régulation du comportement au sein du groupe. clair. Et puis l'esprit d'équipe naît petit à petit. C'est cela. Donc pour moi, il faut allier tous ces deux éléments. Chanel? Enfin, pour ma part, hein, je ne pense pas qu'il soit question de formation. Je vais faire une lecture un peu sociologique. Hein. Vous savez, anciennement, on avait des grands noms. On avait des Wilfried Bony, on avait Didier Drogba, on avait Samuel Eto'o. Si en face, on vous met Angela Merkel,
Je pense que chacun d'entre nous, voilà. Donc un jeune, la Guinée par exemple, il n'y avait pas de grands noms. C'est un exemple. Hein. Donc je pense qu'anciennement, on avait des grands noms qui jouaient entre eux. Ils dominaient la scène footballistique. À côté, on avait des pays qui ne sont pas des petits, mais qui n'avaient pas réellement de grosses stars. Donc sur le terrain, même s'ils pouvaient être compétents, ça ne se ressentait pas parce qu'il y avait une hégémonie des grands noms. Aujourd'hui, on remarque que les petits, entre guillemets, ceux qu'on parle des non-favoris, ils se connaissent tous. En club, ils évoluent ensemble. Ce sont des copains. Ils ont l'habitude de jouer ensemble. Ils ont le même jeu. Ils se côtoient. Donc, il n'y a plus réellement de complexe. Quand ils rentrent en sélection, c'est pour la gagne. Ouais. En face, tu t'appelles Fofana, je m'appelle Chanel, c'est pareil. Donc, à côté, il y a le challenge. Pour moi, véritablement, les favoris ne le sont plus parce qu'il y a des grands noms aussi dans ces sélections-là et qui relèvent aujourd'hui le drapeau de leur pays. Quand on a dit tout ça, apparemment, Christelle, tout le monde a réagi au propos de Papa Guélé. On va donner la parole. Est-ce que dans tout ce qu'on a dit, Papa Guélé, il y a des éléments sur lesquels vous allez partir en contestation ou vous dites, vous avez raison, mais qu'est-ce que vous dites par rapport à tout ce qui a été dit là à l'instant? Je vais aller un peu dans le sens d'Éric. C'est vrai qu'un groupe, dans un tournoi, on a besoin d'un esprit d'équipe. Mais la Côte d'Ivoire a toujours besoin d'un leader. On n'en a pas toujours. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a besoin d'un leader. Parce que sans leader, nous ne pourrons pas aller. Parce on n'a pas de leader, Papa Guélé? Pour moi, il n'y a pas de leader. Non, mais Sékou, vous pensez qu'il n'est pas leader? Non, vous pensez vous savez, un joueur comme... Vous avez trop propulsé Sékou. Non, mais il y a Sékou, mais dans le vestiaire, vous avez un joueur comme... Max Gradel. Enfin, pour vous, c'est quoi le leader? Voilà. Le leader, il est leader né et même sur le terrain. C'est ça un leader. Il devrait faire quoi sur le terrain qui manque en ce moment? Celui qui motive même la troupe. Dans les vestiaires, c'est celui qui prend la parole. Sur le terrain, c'est celui qui prend la parole. Mais comme en l'équipe de Côte d'Ivoire, il y a un qui prend les paroles dans le vestiaire et il y a un autre qui prend sur le terrain. On va où? Vous pouvez parler de Gradel dans le vestiaire, vous pouvez parler de Sékou Fofana sur le terrain. Ça ne va pas ensemble. Alors, ça va pas ensemble. C'est intéressant parce que vous, tout ce que vous faites aussi, il faut qu'on soit un peu en résonance à ce que vous faites. Tout ce que vous faites sur les réseaux sociaux, c'est aussi amener les gens à avoir confiance en eux. On parlera aussi avec Justin sur ça, la confiance en soi. Est-ce que vous pensez que là, il y a des gens qui peuvent motiver l'équipe, qui ne font pas leur boulot, qui ne sont pas là, enfin, comme il le dit, ou vous avez une approche différente? À moitié, hein. C'est-à-dire que je pense que la Côte d'Ivoire est une grande nation, vous avez de grands noms et c'est de grands garçons. Hein. Tu n'as pas besoin d'un leader pour faire ton travail. C'est-à-dire que si sur le terrain, il ne donne pas, on va peut-être parler du coach, mais tu n'as pas besoin que ton copain te tienne la main. Allez, vas-y, tu joues pour ton pays. Donc à ce niveau-là, chacun soi-même doit se demander, est-ce que j'ai fait ma part du boulot? Est-ce que je me suis donné à fond? Est-ce que j'ai joué comme un club? Est-ce que je suis consciente que là, la Côte d'Ivoire me regarde et que j'ai fait ma part, en fait. Est-ce que j'ai fait le taf? C'est ça la véritable question. Non, tu n'as pas besoin d'un leader. Alors, Éric, est-ce que vous êtes en accord avec Chanel, parce que vous êtes ancien footballeur, sur un terrain, pendant le match, est-ce que vous avez besoin de quelqu'un qui vous porte? Oui, c'est pour ça que je disais tantôt, on ne va pas faire de la fiction. La réalité, c'est quoi? La réalité, c'est que dans une équipe de football, il y a des leaders techniques et il y a des leaders. Tout simplement. C'est ça. Il y a certains qui sont dans le groupe, c'est eux qui portent le groupe. Je vais vous donner un exemple, hein, je pense que ça va vous édifier tout de suite. Vous avez l'équipe de France qui remporte la Coupe du Monde, vous avez Deschamps. Oui, Didier Deschamps. Techniquement, ce n'est pas le joueur le plus doué, mais c'est le leader. C'est lui qui porte l'équipe, il a toujours ça en lui. Il y a des personnes comme ça qui ont ce caractère-là. Voilà, quand l'équipe baisse pavillon, c'est lui qui remonte les autres, c'est lui qui pousse les autres. Vous avez un leader technique comme Zidane. Vous avez un leader technique comme Zidane. Lui, il ne parle pas beaucoup, il s'exprime sur le terrain et il tire le groupe vers le haut. Voilà. Donc ça existe partout. En équipe de Côte d'Ivoire, on peut en trouver. On peut avoir un leader dans les vestiaires. Qui, selon vous, aujourd'hui, ceux qui jouent ces rôles-là, c'est comme il a dit Gassé, hein, je parle même de ce qu'ils ont dit eux-mêmes, hein, dans les vestiaires, dans le groupe, il y a les doyens, les anciens. Voilà, Gradel, Aurier, ce sont les leaders. Ce groupe-là. Voilà, le leader moral. Je vais dire comme ça, leader moral. Maintenant, celui qui est le leader technique, aujourd'hui, tu dois prendre les clés de cette équipe-là. C'est sur le terrain que ça se voit. Et aujourd'hui, quand on constate, on voit plus ou moins Sékou, on le voit le leader. Plus ou moins. Dire plus ou moins. Peut-être qu'on attend un peu plus de lui, mais je me dis, le souci avec Sékou, il est neuf.
Il est nouveau dans le groupe. C'est ça. Donc, pour qu'il prenne toute sa place, il faudrait un peu de temps. Mais quelle Malheureusement, personne- le temps, on ne l'a pas. Quel joueur, Nous par sommes en pleine exemple, compétition. pourrait, justement, juste là, Moi, personnellement, quel joueur pourrait jouer ce rôle-là? au-delà du leader, pour Oui. moi, on n'a pas un véritable finisseur. On n'a pas un tueur, un renard de surface. Celui qui doit jouer ce rôle, c'est Haller. Et malheureusement, Haller est blessé. Donc aujourd'hui, ça se sent sur le terrain. Seko, il a de l'envie, c'est vrai, mais il ne peut pas lui seul faire le job et il n'est pas attaquant. Pour moi, j'ai l'impression qu'on n'a pas de 10. Je parle sous le contrôle d'Éric. J'ai l'impression qu'on n'a pas un 10 où tout le monde se transforme en 10, je ne sais pas. Mais vraiment, hier, on a constaté qu'on n'avait pas de véritable attaquant de pointe. Mais moi, Et je là, veux vous ça manque. rassurer. Je veux vous rassurer. Tactiquement, je pense qu'on a tout faux hier. Hein. Ça, c'est clair. ok. Tout ce que vous dites, c'est juste. Mais ça, c'est le rôle de l'entraîneur. Voilà, c'est à lui de trouver des éléments. Il a les joueurs. Dans tous les compartiments, aujourd'hui, vous pouvez trouver des joueurs. C'est à l'entraîneur de faire les bons choix et de mettre les joueurs à leur place. Évidemment, c'est qu'on ne peut pas tout faire. C'est ça. Ben voilà, il ne peut pas tout faire. Il faut que chacun se mette au diapason. C'est pour ça que je salue l'intervention de notre belle-sœur tout à l'heure. Elle a dit chacun doit jouer sa partition. Mais évidemment, on aura toujours besoin d'un leader, partout. Barry? Moi, je veux dire, André, on dit une équipe. Une équipe, c'est une somme. Comme l'on dit, il faut que chacun joue à son niveau. Il faut que chacun joue à un bon niveau. Et c'est la somme de l'apport de chacun qui va faire que l'équipe va gagner. Hier, quand vous regardez, l'équipe a failli. En fait, je ne vais pas pointer du doigt un seul joueur, mais je veux dire que c'est l'esprit d'équipe qui a failli. Et comme Eric Babou le rappelait tout à l'heure, généralement, dans toutes les équipes qui gagnent, il y a toujours un leader technique qui mène le jeu par ses qualités techniques, et il y a le leader vocal, le meneur d'hommes. Je vous ai pris la dernière fois l'exemple de Mascherano. C'est ça. Mascherano avec Messi en 2014. Vous voyez que Messi a le brassard, mais le réel capitaine, c'est Mascherano. Exactement. Et les tirs au but avec les Pays-Bas, Messi, il avait son brassard, mais c'est Mascherano qui parlait au groupe. Exact. Et ça, tout le monde l'accepte. Messi, c'est le patron technique. L'autre, c'est le leader, c'est le meneur Il d'hommes. nous faut un Yaya Donc, il Touré. faut un Yaya Touré, comme en 2015, c'était le meneur. Et même Seredi, en 2015, il y a lui Il a leadership joué. chez lui. Exactement. Vous voyez. Il y a des gens Et qui ont ça aujourd'hui, en eux, c'est Franck naturel, Kessié, hein. je C'est ça. reviens dessus. Franck a un rôle à jouer. C'est l'un des plus anciens au niveau du milieu de terrain, parce qu'il est plus ancien que Sangaré, il est plus ancien que Seko en sélection. Donc, il doit prendre ses responsabilités. Très bien. Voilà. Alors, on va faire au moins un dernier tour parce que la deuxième partie, on reste un peu technique. La deuxième partie, on va aborder, on va dire, les aspects techniques. On va parler du livre d'Éric. On parlera justement de cette affaire donc, de violence basée sur le genre qui est liée à la pratique du foot et aux spectateurs, etc. Et puis, évidemment, Chanel va nous partager son expérience. Bon, elle est venue dans le pays de la belle famille. Est-ce que voilà, on est tout gentil? Comment ça se passe? Et tout se passe bien. Mais pour terminer justement, Christelle, sur notre premier tour, on va permettre à Papa Guélé de nous rassembler sur les différents scénarios. Vous avez annoncé que non, ça devrait être facile de battre la Guinée équatoriale. Admettons que ce ne soit pas le cas. Est-ce que la Côte d'Ivoire, malgré les scénarios, les pires scénarios, peut quand même se retrouver au deuxième tour, enfin en huitième de finale? Quand vous regardez, si on va, parce que si on ne sort pas la grosse calculette là, et on va pas y arriver, est-ce que le pire scénario qui puisse nous arriver, qui serait la défaite, nous ouvrirait quand même, selon vous, et puis les autres vont réagir, la porte quand même des huitièmes de finale? Non, il n'y a pas de pire scénario. La Côte d'Ivoire va gagner le lundi. Ça, il n'y a même pas de doute. Moi, je le crois, hein, Ouais, parce y a qu'il pas- y a avait pas de annoncé doute. des choses ici. Non, mais ça, vous le croyez, mais enfin, mais techniquement, ça peut arriver. Une défaite au foot, Eric est bien placé pour savoir, parce qu'il y a souvent des grandes formations, jugées favorites, qui peuvent Et perdre. puis, Il y a des matchs qu'on ne paye pas quand on est footballeur. Lui, il sait. Vous savez, dans les coupes nationales, là, il y a souvent des petits coussins qui, C'est pas une coupe nationale. Vous êtes convaincu que la Côte d'Ivoire ne perdra Il n'y a pas pas de lundi? doute. Lundi, la Côte d'Ivoire passe. André, oui, Barry. je dis, si on prend la dernière CAN, le Nigeria, pour ceux qui se souviennent, la Oui. CAN au Cameroun, le Nigeria était impeccable au premier tour. Ils se sont pris le tapis contre la Tunisie à la surprise générale. Je l'ai dit tout à l'heure, les matchs à élimination directe, c'est des matchs coup près. L'objectif pour la Côte d'Ivoire, pour moi, même si c'est 1-0, il faut gagner le match. Non, il gagne, il y a Voilà. pas de- Et puis, adopter une autre mentalité pour le second tour. Voilà. Mais il ne faut pas prendre la Guinée équatoriale de haut. Ça, je c'est le clair, répète. Ça, c'est clair. Ils ont 4 points. Ils ont prouvé qu'ils sont super dangereux en contre-attaque. Et on sait
que lors du match Côte d'Ivoire-Nigeria, c'est comme si le milieu de terrain et la défense ivoirienne étaient coupés. Parce qu'au bout de 3 passes, les Nigérians, que ce soit Chukwueze ou Lookman, ils étaient déjà devant la défense ivoirienne. Donc il faut être très prudent, jouer sur le mental et gagner le match, quoi. Non, c'est clair, c'est Alors, clair. Papa Guélé dit lundi, on gagne. Hein. Ouais. Quels sont les ingrédients qu'il faut pour gagner? Là, je veux vraiment qu'on soit très nominatif. Vous pensez quel serait le 11 parfait pour ce jeu-là? Le 11 parfait, on va rentrer un peu dans les détails parce Oui, que oui, s'il vous plaît. c'est Gassé, c'est son rôle, hein, c'est sa responsabilité. On essaiera. Voilà, on voilà. est combien de millions d'Ivoiriens, tous si chacun y entraîneurs un va, peu on ne va sur pas les s'en bords, sortir. hein. Mais ce qu'on a constaté, ce qui est évident, ce qu'on a réclamé depuis un moment, et je me rappelle ce match, on en parlait encore, nous avons la chance de commenter les différents matchs, on en parlait plus ou moins, et ce milieu n'est pas... Rassurant. Non, il n'est pas compatible. Ah, c'est ça. Ah, vous pensez que... C'est parce pratiquement le même mais ça semble profil. que Voilà, c'est c'est 3 profils il semble- identiques. Il semble Trois que profils identiques. c'est le milieu type de Gassé. Est-ce que là, il va quand même pas le... Excusez-nous. Est-ce qu'il va le changer? C'est pour ça que la question de Christelle est intéressante. Oui. C'est-à-dire que, est-ce que vous pensez que Gassé va changer ses plans, Ouais. sachant qu'il semble avoir choisi ce milieu type-là à 3, avec d'un côté Kessié, de l'autre Sangaré côté Sangaré, et bien sûr Seko. Seko. Oui, il y a 2 cas de figure. Il y a 2 cas de figure parce que nous, on en a parlé un peu pour... Ça va être un peu technique. Hein. Voilà, ça va être un peu technique. Quand une équipe qui est défensive, qui n'attaque pas, et c'est ce qu'on a rencontré pendant notre préparation, des équipes plus ou moins moyennes. Assez faible. Vous avez un milieu pareil, ça va, ça tient la route parce Ouais. que ce sont tous des milieux, des joueurs de grande qualité. Mais quand vous jouez contre des grandes équipes, et c'est ce qui est arrivé hier, quand une équipe comme le Nigeria, qui a la capacité de rivaliser avec ce milieu de terrain, de perforer ce milieu de terrain, vous vous rendez compte que ce milieu-là, il est en difficulté parce qu'il n'est pas compatible. C'est le même profil. Il faut un aboyeur, Très bien. comme on a dit, il faut quelqu'un qui va protéger la Un défense offensif, ouais. pour que les 2 autres puissent aller de l'avant. Et c'est là où on a un gros souci. Quand les petites équipes, ça peut passer. Très bien. Mais quand les grosses, on sera toujours en difficulté. Très bien, vous, apparemment, vous pensez la même chose. Ah oui, hein. oui. Il faut reconstruire un peu cette équipe pour... Voici ce qu'on voulait dire. On voulait avoir quand même dans cette première partie d'émission un aspect un peu technique, footballistique. Et puis, tous les à côté, on en parle tout à l'heure, le bouquin, les femmes, les influenceuses, la belle famille, sans oublier ce joli moment qu'on a vécu hier, cette demande en mariage. On en Oui. parle, Christelle. Ouais, Voilà. juste après. Tous les soirs de la semaine, du lundi au vendredi, nous sommes sous l'arbre à palabre, évidemment, palabré dans la symbolique africaine. C'est vraiment parler des choses de la cité et nous sommes toujours très nombreux à être là. Il s'agit évidemment de vous, très chers téléspectateurs. Vous qui venez tous ces soirs-là, parlementer avec nous, échanger avec nous. Et nous sommes toujours heureux de vous faire parler et bien sûr de faire parler nos invités qui sont avec nous ce soir. Nous en avons 4 qui ont, on va dire, des spécificités différentes et on va en parler encore. Tout à l'heure, ça a été avec Papa Guélé, on a parlé de l'aspect technique, mais on va parler de tout ce qui se passe autour du football. C'est une grande fête et il y a beaucoup de choses qui se passent. Ceux qui voyagent, ceux qui sont sur place, qui subissent aussi parfois quelques difficultés. On en parle avec nos invités. Exactement, Papa Guélé, donc toujours avec nous, Ghislain Koulibaly, Eric, ancien footballeur, Chanel est encore là, et Barry. Alors, on parle donc de tout ce qui se passe autour, et il y a une campagne donc contre les violences basées sur le genre, parce qu'André, justement, à l'occasion des matchs, D'accord. il y a des gens pas gentils, comme tu aimes à le dire, Ouais. qui veulent faire du mal aux femmes. Et donc, il y a cette marée orange qui a démarré pour sensibiliser, pour lutter contre le viol au stade, et puis voilà, certains attouchements. En cas de victoire, il y a toujours des choses Je vous qu'il faut écoute, éviter. Christelle, mais je ne sais pas. J'ai du mal, parce que c'est là où le sociologue spécialiste quand même du genre va quand même nous dire, est-ce que ce football-là, lui qui parle, le diable se cache Ah, vraiment et c'est- dans le c'est- foot, c'est- est-ce que là-bas, il y a un côté comme ça noir du football ouais. qui est de, parfois, maltraiter les femmes autour de ces rencontres qui sont censées être des rencontres de joie? Ça existe vraiment dans le football? Oui, je dirais oui. Dans le monde entier, on a déjà déploré des cas de harcèlement sexuel, des cas d'attouchement d'athlètes, des cas même de viol. Effectivement, les violences basées sur le genre, c'est tout acte perpétré contre le gré d'autrui, n'est-ce pas, basé sur le sexe. Attention, quand on parle de violence basée sur le genre, c'est qu'il n'y a pas de consentement à la base. Et quand vous regardez
la typologie de ces violences basées sur le genre. Spécifiquement, si on se réfère au cas ivoirien qui accueille la CAN cette année, vous avez les cas de viol, vous avez les cas d'agression physique, donc coups et blessures, les cas d'agression sexuelle, y compris les mutilations génitales féminines, les cas de mariage précoce, mariage forcé, ce sont les cas de VBG. Mais on est d'accord, mais pas tout ça, c'est pas non plus en marge de la CAN. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, sur le continent africain, on assiste à une sorte de banalisation des violences basées sur le genre. Donc, c'est une culture de violence dans laquelle nous sommes englués. Et malheureusement, lorsqu'il y a des cas de réjouissance ou des événements de masse ou de foule, La femme toujours prend malheureusement, la femme qui est vulnérable, qui est cadette sociale dans la société, est exposée encore bien plus à ces nombreux cas de violences basées sur le genre. Et pour statistiques, en 2023, on note déjà 7055 cas de VBG en Côte d'Ivoire. Donc, c'est dénoncé, effectivement pris en charge. En 2021, 2022, nous étions également encore à 7000. 2021, 6045. Wow. C'est juste dire que c'est une réalité en Côte d'Ivoire. Les cas de VBG existent. Et en Afrique, ces cas existent. Et lorsqu'on parle de Cannes, on ne peut pas ne pas parler... Justement, et c'est une bonne chute CAN pour ma question. Pour cette CAN-là, vous aviez donné des statistiques. Est-ce qu'on a des éléments qui pourraient nous dire, attention, il faut sensibiliser, il faut faire attention quand on se retrouve en fan zone ou au stade? Ghislain? Alors, vous savez, pour pouvoir capter les cas de VBG, il y a tout un dispositif. Pour ce qui est de la CAN spécifiquement, nous n'avons pas encore les statistiques, mais on déplore des cas d'attouchement, d'harcèlement qui sont dénoncés par certaines femmes. Donc, on n'a pas encore de chiffres exacts. Certainement, avant la fin de la CAN, on aura des chiffres exacts. Mais il y a des femmes qui ont déjà commencé à se plaindre. On va se créer une sorte de vase communicant. Est-ce que, justement, la fête du football, c'est une fête qui est parfois, on va dire, qui écarte la présence des femmes? Et vous êtes venu, Chanel, vous êtes venu dans le cadre de la fête du football. Quand vous entendez ça, est-ce que vous dites que ça aurait pu changer votre perception et modifier votre approche par rapport à votre participation à cette fête-là? Non, parce que j'ai grandi là-dedans, c'est-à-dire qu'en tant que Camerounaise, j'y suis née et culturellement, quand tu étais une femme, on t'achète un ballon et t'achète un livre. Donc non, ça n'aurait pas changé. Je pense que le football n'est pas une histoire d'homme, c'est une histoire de passion. Tu aimes ou tu n'aimes pas et les femmes ont le droit de se vertir comme elles le souhaitent, tant que la législation le permet dans le pays où elles vivent. Et puis, tant que la morale, la décence... les correspondent, elles font ce qu'elles veulent. À côté, maintenant, il faut se dire que si tu vas dans un endroit public, tu as des regards, voilà, essaie de mettre un jean, mets un short, enfin voilà. Protège-toi à minima, parce que même s'il y a des forces de l'ordre, ils ne pourront pas être partout. Donc, soi-même, on a notre propre responsabilité à côté, à la responsabilité des autres. Éric, vous qui êtes ancien footballeur, est-ce que c'est une thématique que vous connaissez déjà quand vous jouiez au football? Est-ce que les violences vis-à-vis des femmes avaient déjà, à cette époque-là, pignon sur rue, lors des différentes compétitions? Est-ce que cette violence-là, c'est aussi, parce que votre titre est magnifique. Et magnifique, le diable dans le foot. C'est justement l'une des manifestations du diable dans le foot. Est-ce que le foot, finalement, c'est un milieu qui est trop machiste? Ouais, j'en parle un peu dans le livre, surtout, et peut-être que j'aurai l'occasion de lui demander si on peut considérer ça comme des violences faites aux femmes. Parce que dans le milieu, vous aurez remarqué que les footballeurs sont beaucoup prisés par les femmes. Donc souvent, est-ce que c'est de la violence quand vous voyez cette facilité que les hommes ont pour pouvoir être avec les femmes? Dans mon livre, ce qui a été frappant, et c'est une belle coïncidence, je raconte un événement qui s'est passé quand on était encore plus jeune, même encore, en préformation. Voilà. Je n'ai pas envie de tout dévoiler maintenant, mais il y a eu une situation particulière qui s'est passée avec des jeunes, 15 ans, 16 ans, avec des jeunes filles. Ça m'est resté dans la tête. À cet âge-là, quand elles sont consentantes, est-ce que c'est de la violence ou pas? C'est un peu bizarre. Mais je pense que j'aurai l'occasion d'en débattre avec lui. Mais je raconte un peu cela dans le livre parce que ça m'est resté dans la tête.
Oui, sur ces deux thématiques, violence et puis expérience Éric Babou. Je veux dire qu'en fait, partout où il y a rassemblement d'hommes, avec grand H, il y a toujours plusieurs profils qui se retrouvent. Parmi ces profils-là, il y a potentiellement entre griffes des prédateurs sexuels qui pensent que c'est une opportunité pour eux de jouer avec la femme. Et ces gens, quand vous les interrogez, comment est-ce qu'ils se construisent la femme en réalité? C'est la question qu'on ne pose pas. Ouais. Est-ce que la femme, c'est un être humain pour eux? Est-ce que c'est un objet pour satisfaire ses désirs quand bon lui semble? En réalité, c'est ça. Parce que quand vous l'interrogez, chaque individu se représente une situation par rapport à sa compréhension personnelle. Et quand vous voyez, Ghislain qui est sociologue comme moi, je dirais, il y a par exemple les criminologues qui disent que les prédateurs, ils aiment le noir. Ils aiment les carrefours sombres. Parce que là, ils savent que ce n'est pas visible en fait. Dessin, voilà. Donc ils opèrent. Quand il y a un rassemblement dans les fan zones, remarquez beaucoup. Mais moi, je dirais plus loin. Au niveau de la banalisation, le concept Mougoupan, ça ne vous interpelle pas? Par exemple? Quand les gens parlent de Mougoupan et tout le monde prend pour rire, en réalité, est-ce que ça doit nous faire rire? Qu'est-ce que les gens entendent par le Mougoupan? Entre griffes. Qu'est-ce qu'ils entendent par le syndicat 2000 francs? Quand vous discutez avec ces profils-là, les gens pensent qu'on achète, pour eux, on achète la femme. C'est une réalité. Oui, moi je voudrais revenir rapidement sur deux faits. Parce qu'aujourd'hui, la CAN, c'est chez nous, c'est la CAN de l'hospitalité, c'est Aquaba qui est la thématique. Et il faut être dans l'anticipation, dans la prévention. Prenons la victoire, le sacre du Sénégal en 2021. Lorsque le peuple sort dans les rues pour aller célébrer sa victoire, qu'est-ce qui se passe? On constate de nombreux cas où on touche les fesses des femmes qui sont heureuses, donc il y a des attouchements, il y a les seins et il y a des cas même de viol. Des agressions sexuelles vous déjà regardez avant par exemple la présidente de la Ligue sénégalaise, elle a été victime de cet attouchement. Donc c'est un prélude justement à la CAN qui se déroule chez nous que nous sommes obligés d'en parler pour dire qu'il y a une relation étroite et le diable également, je confirme, il se cache. Et quand vous regardez aussi, lorsque c'était le président du football espagnol, il y a eu un baiser de passage, il n'y a pas eu consentement à la base, et donc tout cela rentre dans tout ce qui est violence ou agression sexuelle. Je veux qu'on reste avec Éric, parce qu'on va parler quand même un tout petit peu de son bouquin pendant 5 minutes. Éric, quand vous dites ça et que j'entends tous les autres, à part Chanel, j'ai le sentiment que le football est un milieu quand même un peu à craindre. Quand je vois déjà votre titre, le diable est dans le football, est-ce que vous avez une expérience finalement un peu difficile de votre carrière ou bien au contraire, vous êtes plus heureux? Mais quand même, le titre est un titre un peu pessimiste, non? Oui, parce que le football, c'est le reflet de notre quotidien, pour ne pas dire de notre vie normale. Et tout ce qu'on reproche ou bien les tares qu'on retrouve dans cette société-là se retrouvent dans cet environnement, dans ce milieu footballistique. Et le truc, c'est que nous, on commence tôt. On commence tôt à jouer. On connaît la gloire rapidement. On connaît l'argent aussi rapidement. Donc, on est très tôt exposé à beaucoup de choses. L'événement dont je parlais tout à l'heure, c'était quoi? À 15 ans, 16 ans. Voilà, c'est des choses qu'on vit très tôt. Ce que vous allez connaître tard, nous, on vit ça très tôt. Et il y a beaucoup d'événements comme ça qui jalonnent la carrière d'un footballeur. Et c'est tout ça que j'essaie de ressortir dans le livre, dans le bouquin, pour ne serait-ce que avertir les jeunes, pour dire, voilà, tout au long de votre carrière, vous allez rencontrer ça. C'est des pièges qu'il faut éviter parce que le diable se manifeste comme ça. Et justement, oui André? Oui, vas-y. Oui, justement, pour que Dieu se retrouve dans le sport par le diable, par rapport à votre titre, il faut que les jeunes soient mentorés. Oui, il faut déjà qu'ils soient informés. Oui, informés, mentorés. Il faut que les parents aussi soient informés. Et ce livre aussi s'adresse aux parents. Il faut que les parents sachent exactement ce que les enfants vivent. Parce que ce n'est pas tout qu'ils disent aux parents. Mais à travers nous, notre vécu, à travers notre parcours, quand le père il lit ça, il se dit, ah tiens, mon enfant peut rencontrer ça pendant sa carrière. Et donc, déjà, il peut en discuter avec son enfant, il peut essayer de l'aiguillonner. Voilà, donc ce n'est pas destiné qu'aux enfants, c'est destiné vraiment aussi aux parents pour voir un peu le parcours difficile d'un footballeur. Émotionnellement? Et oui, émotionnellement, physiquement aussi. Je raconte des moments difficiles pendant un moment où j'ai eu ma fracture très jeune, ou un moment où
c'était difficile, hein, parce Ouais. que là, personne ne pensait que vous allez revenir. Et à 19 ans, vous commencez votre carrière et vous avez une double fracture. Donc, votre vie s'arrête pratiquement. Très bien. Chanel, je veux qu'on revienne à Chanel. Vous êtes là, vous êtes arrivé quand avant la compétition ou en milieu de compétition? Avant. Avant. Et vous Le comptez 9. rester jusqu'à la fin de la compétition. Ouais. Alors, cette affaire qui paraît un peu un jeu, la belle famille, tout ça, est-ce que tout ça, ça vous a incité, le côté vraiment très amusant de l'affaire? Ouais. Qu'est-ce qui vous a fait venir au fond? Enfin, si vous voulez, à côté, je travaille avec une chaîne sénégalaise, Oui, Web allez-y. TV. Aucun problème. Donc, ils couvrent la CAN. Donc, c'était l'occasion d'allier l'utile à l'agréable, c'est-à-dire découvrir la Côte d'Ivoire, vivre la CAN et en même temps pouvoir travailler. C'est la belle famille, c'est chez moi. Donc, voilà. Et créer du contenu, bien évidemment. Voilà. Et aujourd'hui, vous parlez de la Côte d'Ivoire. Comment est-ce que le fait d'être venu, ça change votre, ce que Perception, vous pensez du pays? Est-ce que ça vous apporte encore plus de jus? Enfin, quel est aujourd'hui, finalement, votre état d'esprit pour aborder justement cette affaire de belle famille, tout ça? En toute honnêteté, Ouais. je ne ferai pas de langue de bois. Je suis venue avec plein de rêves, plein d'idées. Je vais en Côte d'Ivoire, c'est la fête, c'est la joie. Descendant de mon avion, un peu déçue. Pas beaucoup. Enfin, tu te demandais, est-ce que la CAN, on ne la sentait pas à l'aéroport? Donc, je m'attendais à plus que ça. Donc, à ce niveau-là, bon, les jours d'après, les jours a posteriori, pareil. Voilà. Mais on a eu une très belle entrée en matière, hein, c'est-à-dire la cérémonie d'ouverture qui s'est très bien passée. D'ailleurs, je salue toute l'organisation. Et un point très, très fort, j'ai vu qu'en Côte d'Ivoire, la jeunesse, elle est mise en exergue. C'est-à-dire que tout au long de la cérémonie, on a vu des jeunes, le discours du chef de l'État qui mettait beaucoup en avant la jeunesse, et ça salué parce que bon, la jeunesse c'est important. Les plats, oh là là, je mange à tiéké tous les jours. J'en mange tous les jours, j'en peux. Mais vraiment, la Côte d'Ivoire, pays hospitalier. Je trouve beaucoup de similitudes avec le Cameroun. Hein. C'est d'autant étrange parce qu'on ne fait pas partie de la même sous-région. Mais chez moi, on dit si tu quittes ton Camerounais pour un Ivoirien, en fait, c'est la même personne que tu trouveras parce que tous les deux, ce sont des cousins. Il y a beaucoup de similitudes. L'accent n'est pas le même, mais à côté, c'est chez moi, la Côte d'Ivoire. J'ai une grosse communauté ici. Hein. Je n'étais jamais venue, mais à côté, quand je regarde mes stats, je suis contente d'être là. Et merci au peuple ivoirien. Merci, Chanel. Pour Éric Babou, le bouquin, il sort quand exactement? Est-ce qu'il y a une dédicace qui est prévue? Comment ça se passe? Oui, effectivement. Demain, dans une étoile de la place, je ne sais pas si je peux donner. Oui, bien sûr. Voilà, Ivoire Golf Club. À l'Ivoire Golf Club. Pas loin, juste à côté. Ouais. Voilà, à partir de 9 h, on y sera pour la dédicace du livre. Et puis après, derrière, ce sera la vente libre. Voilà. Très bien. Et le prix est accessible pour... Oui, c'est très accessible. Et vous savez, c'est la démocratie de la culture. Il faut que tout le monde puisse acheter. C'est très accessible. Il faut toute une carrière à compter, c'est très accessible. Très bien. Ghislain Coulibaly a annoncé tout à l'heure la marée orange. Aujourd'hui, quelles sont les actions que vous allez continuer pour terminer là-dessus? Les amis, c'est vrai qu'on vous a un peu oublié, mais quelles sont les actions qui vont être portées pour terminer cette émission, notamment jusqu'à la fin de la Alors, il faut dire que le gouvernement est engagé à travers le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant et le ministère en charge de la Jeunesse. Vous savez qu'il y a la campagne Carton Rouge contre les VBG, vous avez aussi la marée orange, mais vous avez le réseau ivoirien des droits de l'enfant et de la femme et le réseau des hommes engagés pour l'égalité de genre en Côte d'Ivoire, dans une synergie qui initie également une campagne de sensibilisation à l'endroit non seulement des hommes, qui sont une cible principale parce qu'ils sont principaux auteurs des VBG, artisans de l'idéologie patriarcale, artisans aussi du règlement à l'amiable. Après avoir fait des violences. Oui, effectivement. Donc, ce sont les deux qui se mettent ensemble pour lancer cette grande campagne où des messages seront passés. On touche les enfants, on touche les femmes elles-mêmes, on touche les hommes. Et donc, on utilise deux canaux. On a le digital, le support digital pour passer les messages. Et puis, on a aussi des activités sur site. Alors, l'originalité de notre campagne, c'est qu'on va utiliser le Nushi. Le Nushi pour pouvoir toucher toutes les communautés, mais nous savons que les autres communautés que nous accueillons aiment beaucoup le Nushi. Donc c'est cette langue-là que nous allons utiliser. Très bien. Les langues vernaculaires
également. Le foot, c'est pas palabre. Le foot, c'est évidemment d'être toujours joyeux. Et les femmes ne doivent pas payer le prix de notre excès de joie. Donc, elles doivent aussi participer à tout cela, Christelle. Exactement. Et attention au message qu'on lance sur certaines supportrices de certains pays. Voilà, ça aussi, ce sont des propos assez sexistes. Il faut faire attention. Merci beaucoup, Chanel, d'être venue. La Côte d'Ivoire, aspirante d'hospitalité. Ah oui! Ghislain, merci d'être venu. Eric, merci avec ce merveilleux livre. Le bouquin, Ouais. faut y penser. Le diable est dans le foot. Barry, merci. Papa Guélé, merci beaucoup. L'oiseau de mauvais augure. Non, taquine. Lundi, on gagne. Non, ça suit. Ça, il a André, confirmé, il a merci. confirmé. Aux équipes rédactionnelles et aux équipes techniques, merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve lundi par la grâce de Dieu. Que Dieu nous garde. Et les programmes continuent sur Live TV. Bonsoir.